Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Charles Takela. Chez Jean-Charles Takela, merci de me recevoir chez vous à Versailles. Ben, Dans merci votre d'être là. bibliothèque, Monsieur Takela. Vous avez publié un livre qui s'appelle tout simplement Mémoires. Ce sont vos mémoires, un livre qui fait près de 900 pages, mais paraît-il, ces 900 pages déjà fortement réduites. C'est-à-dire, je voulais en faire au départ deux livres. J'étais à peu près étoutillé là dans les 900 pages pratiquement, mais je voulais faire deux livres parce que je pensais qu'il y avait deux choses différentes. Il y avait mes films à moi comme réalisateur, et puis tout le reste quand j'étais scénariste ou journaliste, etc. Je pensais que c'était deux choses différentes. Et évidemment, les éditeurs ont tout de suite dit on peut pas vendre deux livres de souvenirs en même temps, et trouver le moyen de les mettre ensemble. Mais il y a tout ce qui était important est dit là-dedans dans les 900 pages. Alors, vous avez commencé votre carrière comme journaliste, et j'ai le sentiment que beaucoup de grands de ce métier ont commencé soit dans la publicité ou dans le journalisme à des postes d'observation de la société, de la population finalement, à un poste d'observation des Français, de leurs tendances. Est-ce ensuite un point fort pour aborder le cinéma? J'observais surtout les gens de cinéma, les autres beaucoup moins. Oui, Non, parce que vous étiez journaliste spécialisé dans le moi, cinéma. j'étais fou de cinéma. Quand il y a eu le premier journal de cinéma qui est apparu aussitôt après la Libération, l'écran français, je l'ai aperçu dans un kiosque, je suis tout de suite allé me présenter, et moi j'avais l'habitude tous les matins, je savais pas quoi faire à Paris, j'avais 19 ans, je venais d'arriver, et je lisais tous les journaux. Alors il y avait des journaux, il y avait un centre américain près de l'Opéra, où on lisait tous les journaux américains. Et il y avait les journaux, moi je lisais que les colonnes du spectacle à Hollywood ou à Paris, ou à New York, je veux dire, et j'étais au courant de tout. Alors, et en arrivant, je suis allé me présenter à l'écran français, et puis j'ai commencé à dire, je leur ai dit, vous savez que Jean Renoir n'arrive pas à monter son film, que Frisland commence demain un film, j'étais au courant de tout par les journaux américains que je lisais à la place de l'Opéra. Bon. Et du coup, ils m'ont dit, on vous engage aux informations, et puis vous allez vous occuper des archives, etc. Et ils m'ont engagé, et en 2 mois, ils m'ont pris au mois, et je suis devenu un des journalistes des Canards. Et vous avez abordé ce milieu du cinéma à une époque stratégique, une époque charnière. Vous le dites, c'était la fin du cinéma muet. Les films parlants existent depuis seulement 15 ans. On est encore dans l'innocence, l'audace et la découverte. Dans le cinéma muet, c'était avant quand même. Moi, quand je débutais dans le journalisme, c'était en 1945. Là, il y avait le cinéma parlant depuis 15 ans. Oui, c'est ce que vous dites dans le livre. Voilà. Et donc, c'était un riche cinéma parlant. On voyait des vrais créateurs qui inventaient des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et après, ça vous a amené aussi à connaître toutes ces stars j'avais envie de les du connaître. muet au parlant et qui n'ont pas franchi le cap tous ceux du que parlant. j'ai pu rencontrer, j'allais interviewer, je faisais des fois 3-4 interviews par jour. J'allais interviewer tous les Américains qui arrivaient à Paris juste après la guerre, les uns après les autres, je leur sortais dessus. J'appelais ils descendaient toujours dans les mêmes hôtels. Alors j'appelais les concierges de l'hôtel, c'était Georges V, le Crayon, etc., Royal Monceau, et j'appelais les concierges qui me connaissaient, je leur ai dit, William Wyler est arrivé, un tel, Preminger, quand est-ce qu'il vient, etc. Ils me disaient, c'est jeudi prochain. Alors j'étais les premiers à leur sauter dessus quand ils arrivaient. Et j'avais des très bonnes interviews. Vous racontez, par exemple, un long moment passé avec Laurel et Hardy. C'est fantastique d'avoir côtoyé J'avais Laurel passé un après-midi, on avait pris le thé avec leurs femmes. Une femme russe, avec leurs deux femmes. De Laurel, oui, Ida Kitaeva, je crois. Elle s'appelait. Comment était-il? Comment on se retrouve face à ces géants du cinéma? Là, ils quittaient un peu l'Amérique, ils faisaient des tournées en Europe pour gagner leur vie.
Ben, il faisait un numéro sur scène, c'était moins bien qu'au cinéma, hein, quand même, hein. Je veux dire, mais moi, j'étais très content de les connaître. Ils étaient passionnants tous les deux. Hardy avait vu beaucoup de films, mais celui qui s'y connaissait le plus, c'était Stan Laurel. Parce que Stan, d'ailleurs, c'est lui qui faisait la mise en scène de tous ces films. Il a engagé un metteur en scène, mais tout le découpage, là où on mettait la caméra, etc., c'est décidé par Stan Laurel. Toujours. C'est pas le metteur en scène. Le metteur en scène était un peu leur employé. Ouais. Comment se fait-il que ces stars du cinéma muet, dont on connaît encore le nom aujourd'hui, même des jeunes d'une quinzaine d'années, vous leur parlez de Laurel et Hardy, savent qui c'est? Comment se fait-il qu'elles n'ont pas passé le cap du cinéma parlant? Laurel et Hardy sont inoubliables, comme Charlie Chaplin, Buster Keaton. Faut dire que tous ces grands comiques du cinéma muet, on n'a jamais eu mieux. Il y a eu après des gens comme Jacques Tati et qui ont trouvé leur formule à eux, mais les grands comiques du muet, le muet avait une force que ne peut pas avoir le parlant, une force pour pouvoir aller loin dans le comique et loin dans l'émotion. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas les paroles, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et beaucoup de films muets vont très loin dans le comique, grâce à tous ces gens-là, ou dans l'émotion aussi, Griffith et compagnie. Bon. Et que à partir du moment où le cinéma est parlant, il est plus réel, plus vrai. On peut pas aller aussi loin dans la fantaisie. Et Jean-Charles Takela, vous racontez cette anecdote, après, beaucoup plus tard, il y a cette complicité avec Gérard Houry. Il s'est inspiré finalement, il a eu l'idée des duos comiques inspirés de Laurel et Hardy pour mettre Bourvil et Louis de Funès ensemble. Oui, c'est comme ça. Gérard adorait le burlesque, on l'adorait tous, mais il avait envie de faire un couple comme ça. Alors, il a eu l'idée Bourvil de Funès et ça a été le corneau. Mais c'est De Funès qui l'a un peu poussé à aller vers le comique, parce que j'avais écrit avec Gérard un film qui s'appelait Le crime ne paie pas, qui était un film à sketch avec beaucoup de vedettes, et il y avait De Funès là-dedans, on lui avait écrit un rôle de barman, ça se passait après la guerre, et un barman qui recevait un commandant américain qui arrivait là, ou anglais, je me souviens plus, mais enfin, qui arrivait là, et puis il lui parlait, et plus le barman parlait, plus il mettait des mots d'allemand, il essayait de parler en anglais, mais il mettait de plus en plus de mots d'allemand, et on comprenait qu'il avait été un affreux collabo. Voilà. Il s'était joué magistralement par De Funès, on était pliés en deux, Gérard et moi, quand il a tourné, et De Funès après dit à Gérard, écoute, tu es fait pour faire des films comiques, fais des films comiques. Non, c'est Gérard qui a dit à Louis de Funès, c'est Gérard Houry qui a dit à Louis de Funès. Non, c'était De Funès. Ah, De Funès qui a poussé Gérard à faire des films comiques. C'était Le crime ne paie pas, il y a de l'humour, mais c'est pas un film comique comme après avec Le Corneau. Il a commencé avec Le Corneau, etc. Que s'est-il passé avec La Grande Vadrouille, puisque vous racontez comment vous avez La Grande Vadrouille, c'est autre chose. On était engagés, Gérard et moi, pour écrire un scénario pour une comédienne. Alors j'ai oublié le nom, j'en parle dans mon bouquin, mais bon, une comédienne qui était engagée pour tourner 2 rôles, parce que le producteur de Schmeisser voulait la mettre en valeur en jouant 2 rôles différents. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Bon, et donc on avait écrit l'histoire sous l'occupation d'un groupe d'aviateurs américains qui tombent en France avec leur avion. On les cache chez les gens, et il y a 2 filles qui se ressemblent, qui sont jouées par la même actrice, 2 filles, l'une a des copains dans des maisons de rendez-vous, et l'autre est plutôt religieuse et dans les milieux. Bon, donc chacune, pour les faire passer en zone sud, ils sont partagés les 5-6 américains, et chacune en emmène 3. Mais quand ils arrivent en zone sud, la zone sud est occupée par les Allemands. Donc c'était tout à recommencer pour les faire partir en bateau à la fin. Donc ça devait se tourner. C'est un film que Gérard Houry devait déjà tourner comme metteur en scène, mais le producteur nous a dit, vous êtes des jeunes, je vais vous mettre un auteur
plus âgé qui va travailler avec vous. Et c'était Léo Johannon. Et Léo Johannon, on ne s'est pas mis du tout d'accord sur lui. Ça devenait un vieux film avec lui. On s'est pas mis d'accord. Et le film est tombé à l'eau. Gérard n'a pas voulu tourner ça. Et quelques années après, aussitôt après qu'il a fait Le Cornio, Gérard me téléphone un matin et me dit, tu sais, l'idée que j'ai eue cette nuit, on transforme les deux rôles féminins, c'est Bourvil et De Funès. Et ça a été La Grande Vadrouille. Mais moi, j'étais à l'époque, je me battais pour faire un film comme metteur en scène, et j'ai pas travaillé à la version définitive. C'est pour ça qu'il n'y a pas mon nom, voilà. Avec nous, Tony Molière, que vous connaissez bien. Tony nous le connaît bien, puisqu'il a un cinéma à La Baule, il a lancé, il a sorti et fait la distribution d'un de mes films préférés, et que beaucoup de gens ont aimé. On a eu une critique formidable. D'ailleurs, pour Voyage en Grande Tartarie, malheureusement, on n'a jamais fait de DVD ni autre. Et pour moi, ça a été un départ formidable. Vous parlez beaucoup de ce film dans votre livre, sur je l'aime Tartarie. beaucoup. Il avait quand même dû affronter les foudres du ministère de l'Intérieur. Ah, ça, c'est au chaud. Oui, mais ça, c'était des rivalités contre le producteur du film, qui était Marine Karmis. C'est des luttes dans les ministères où je ne sais pas pourquoi on en voulait à Karmis qui était de gauche et le ministère devait être de droite, et alors qu'il n'y avait aucune raison, ils ont interdit Voyage en Grande Tartarie à la vente à l'étranger. C'est-à-dire on pouvait plus vendre le film, on pouvait pas lors de la sortie vendre le film. Et sans qu'il donne de raison d'ailleurs. Et ça n'est que quelques années plus tard, quand moi j'ai eu mon premier succès en Amérique avec Cousin Cousine, avec Karmis, on a redonné le film au ministère de l'Intérieur et on leur a dit maintenant on veut savoir pourquoi ce film vous l'avez interdit. En fait c'était pour couler Karmis. Bon. Et là on a eu la vérité, et là ils ont dit mais il n'y avait aucune raison de l'interdire, et vous pouvez le sortir à l'étranger, mais c'était trop tard. Je veux dire, on ne sort pas un film 4-5 ans après. Oui, mais même dans sa diffusion télévisuelle, vous dites qu'il est passé sur Antenne 2 à minuit, c'est ça ? La télé était coproductrice et avait dû, comme c'était une télé d'État à l'époque, et avait dû avoir des ordres d'un ministre quelconque pour dire on ne le passait pas. 20h30. Ouais. Ils l'ont passé que 20 ou 30 ans après, à 11h du soir, en faisant passer ça pour un téléfilm en noir et blanc. Ouais. Mais vous aviez eu envie d'aller beaucoup plus loin avec une histoire dingue d'un président de la République qui se retrouve avec un pays où il y a des millions de chômeurs. Je voulais faire un film qui s'appelait La Sainte Pénurie. Il dit je peux plus rien faire, il se suicide, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a essayé de le monter, d'ailleurs, avec Trappel, avec toi. Avec Tony Molière. Mais on nous a refusé l'avance sur recette. Karmis a dû abandonner. Ça s'est pas fait, et je le regrette beaucoup d'ailleurs. Mais le scénario va être bientôt édité. Il y a un bouquin de scénarios un peu rares qui n'ont jamais été tournés, qui va paraître en principe cette année. Il y a le scénario de La Sainte Pénurie dedans. Avec Jean-Charles Takela, Tony Molière est avec nous. Alors Tony. Oui. Jean-Charles, on s'est connus Tartarie, bien sûr. Et puis on a fait tout le lancement de Tartarie, plein de promenades en France, d'une salle à une autre, avec des comédiens. Je sais pas si tu te souviens, Jean-Charles, dans la voiture, les voyages, avec Bidot. Je sais pas si tu te souviens. Langto, Bidot. Tu te rappelles qu'il se mettait tout nu dans la voiture sur l'autoroute. Je sais plus pourquoi il nous a fait ce coup-là. De quoi, pardon? Sur Jean-Luc Bidot qui se serait mis tout nu dans la voiture. Oui, c'était un gars qui adorait faire ça. Mais tout nu dans la voiture sur l'autoroute. C'était pour voir la tête d'autres personnes dans la voiture qui voyaient un petit peu à poil. Des histoires de fou, tu vois. Mais on a fait toute notre tournée. Ça a été quand même un grand succès. Puis un grand plaisir de tous ces débats avec le public qu'on a eu avec Jean-Charles. Et je suis content parce que les gens avec qui j'ai fait des films, il y en a pas tellement encore que je vois encore. Les relations sont rompues ou les pauvres ont disparu, mais ça c'est autre chose. Mais je suis heureux qu'on soit toujours aussi amis, Tony et moi, depuis ce premier film. C'est formidable. Ça fait longtemps, oui. Mais c'est une amitié qui me c'est assez rare, d'ailleurs. Qui me tient à cœur parce que des souvenirs, j'en ai pas mal. Avec toi, j'en ai beaucoup. Et au moins avec toi, on est encore là. On se voit tous les deux. Ce qui est important. Oui.
Que pensez-vous, Jean-Charles Takela, de l'évolution de Tony Molière comme exploitant de salles de cinéma maintenant? Bah, écoute, là, il a été toujours un exploitant merveilleux pour sortir les films, pour bien les présenter, parce qu'il avait la passion du cinéma. Il était plus qu'un exploitant, il était un créateur. Bon, mais là, je peux pas parler sur l'évolution parce que j'ai pas suivi de près ton évolution de propriétaire de salle, etc. Je l'ai pas suivi, mais enfin. C'est formidable parce que d'abord tu tiens le coup, et tu tiens bien le coup. Voilà. Je veux dire que comme je parle comme créateur cinématographique, comme type qui montre les films aux gens, les films qu'il faut leur montrer, etc. Tu es toujours là depuis un petit moment et tu le fais bien, c'est formidable. Le vrai amour du cinéma. Ah bah c'est ce qui me fait plaisir. Tu sais, quand j'ai pas le moral, quand je m'ennuie, un bon film, et puis ça y est, ça repart. Moi c'est pareil. C'est comme si je prenais des vitamines. Hein. J'en vois souvent, pratiquement un par jour, mais d'ailleurs, ce qui me plaît souvent le plus, c'est de revoir des vieux films que j'ai aimés. Il y en a que je peux voir 15 fois, 20 fois. Et quand on a la chance de pouvoir partager quelque chose que tu aimes, un film que tu aimes, avec du public, c'est fabuleux. Moi, c'est mon plus grand bonheur, c'est d'être dans la salle, quand on fait un débat, une réunion, et, on aime quand même et je peux faire partager quelque chose que j'ai beaucoup aimé à des gens, tu vois. Ça, le plus grand plaisir, c'est ça, de partager avec les autres. On a parlé de vos débuts aussi comme journaliste. Il y a plein d'anecdotes, des anecdotes aussi sur l'évolution de la vie à cette époque. En 1949, après la guerre, on est en pleine époque de rationnement du papier, et c'est François Mitterrand qui permet au groupe de jeunes que vous êtes à l'époque de lancer votre revue de cinéma parce qu'il est secrétaire d'État en charge du rationnement du papier. Oui, racontez dans le livre. Ce qu'il y a, c'est que pendant les années d'après-guerre, il y avait encore des restrictions, évidemment, d'un tas de choses, de nourriture, mais il y avait des restrictions de papier. C'est-à-dire, si vous faisiez un journal, mais il fallait que vous vous débrouilliez. Il y avait des répartitions pour les journaux établis, mais si vous créez un journal, il fallait trouver le moyen d'avoir du papier, de l'acheter au marché noir ou n'importe quoi. C'était très compliqué. Bon, donc il se trouve que dans l'hôtel où j'allais voir Henri Colpi qui travaillait avec moi à ce projet, il y avait je crois que c'était le gérant de l'hôtel qui avait été prisonnier de guerre avec François Mitterrand. Eh bien, il nous a dit, écoutez, je vais aller le voir, si c'est lui qui répartit le papier, peut-être qu'il va vous en donner. Il est allé voir Mitterrand et on a eu du papier. On avait droit à tant de papier par numéro. Et grâce à ça, on a pu faire le magazine de cinéma. Voilà. Mais en lisant ça, je me suis dit, François Mitterrand était malin. Il avait vraiment un poste très stratégique. Être le ministre qui distribue le papier aux journaux, il faut être malin. C'est-à-dire son ministère, le papier, je crois qu'il était ministre de l'Information ou de l'Intérieur, je ne sais plus exactement. Mais à l'époque, c'était un poste vraiment stratégique c'était un grand de distribuer le papier aux journaux. Donc c'était en 1949. Alors Jean-Charles Takela, ensuite c'est Aragon. C'est incroyable, c'est Aragon qui vous encourage à bifurquer du journalisme vers le cinéma. C'est-à-dire que le journal où je travaillais avait à la fin été racheté par le Parti communiste et après le Parti communiste l'a supprimé carrément et a mis les pages de l'écran français dans les lettres françaises, qui étaient dirigées par Aragon. Moi, c'est l'époque où je travaillais déjà depuis plusieurs années comme metteur en scène. Je faisais encore une chronique d'information qui s'appelait Sans commentaire, mais j'avais très envie de laisser tomber le journalisme et un jour, je leur ai dit, je fais même plus ma chronique, j'arrête tout. Aragon me fait savoir dans la journée, je voudrais vous voir demain, etc. Donc je vais le matin, je vais voir Aragon, que je connaissais pas d'ailleurs, et qui me dit, je comprends pas pourquoi vous partez, vous êtes un bon journaliste, etc. Je dis, je veux faire des films, comme metteur en scène un jour, pour l'instant je suis scénariste, etc. Bon, et là, alors on a parlé cinéma, il voulait savoir qu'est-ce que j'aimais au cinéma, et on a parlé une heure et demie, et puis il m'a dit, écoutez, bonne chance, vous avez bien raison, bravo, etc. Voilà.
Et ensuite, l'aventure cinématographique commence. Vous racontez aussi votre amitié. Il y a beaucoup d'hommages qui sont rendus. Yves, notamment. À qui? Yves. Ah, Ciampi. Ciampi, Ouais. Ah ben, Ciampi, c'était un grand copain pour moi et on a fait pas mal avec le film enfance. On a eu le premier film que j'avais fait avec lui a été un énorme succès qui était Les héros sont fatigués. Qui avait été au Festival de Venise, qui avait d'ailleurs permis à Kurt Jürgens d'avoir le prix d'interprétation. Maurice Ronet, vous en parlez beaucoup. Ah ben Maurice, ça c'était un copain, un ami de toujours. On a été amis pendant 30 ans. Maurice Renet, on a des souvenirs ensemble à Roussillon. Oui, bien sûr, oui, les dîners avec Maurice Renet. Oui, qui trouvait plus d'alcool à boire à la fin. Tu te souviens? Ah oui, je sais. Et les pruneaux qu'il a enlevés pour finir. Ce qu'il y avait, qu'on les a retrouvés le lendemain matin assis sur les marches. Ils étaient dans la voiture, ils n'osaient pas partir. C'est arrivé rarement, ça d'ailleurs, mais ce jour-là, Maurice avait bien vu. Oh là là. Je sais plus avec qui il était. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui, un metteur en scène américain. Je ne me rappelle plus qui c'était, il y en a eu. Oui. Alors Jean-Charles Takela, au sujet de Maurice Ronet, il était déjà malade. Il vous a quand même confié à la fin cette phrase si je tournais, je ne serais pas malade. Il se plaignait de ne pas faire de film. Souvent d'ailleurs, les gens, quand on tourne, on n'est plus malade. Et je trouve qu'à l'époque, il voulait faire deux films comme metteur en scène, et on lui a refusé, les producteurs ou les télés, je sais plus qui a refusé, et que je dis tu vois, il était couché sur son lit d'hôpital. Je dis tu vois, t'aurais pas pu les tourner. Et Maurice me dit mais voilà, en m'engueulant un peu, mais si j'étais en train de tourner, je serais pas malade. On a parlé de Maurice Ronet avec Jean-Charles Takela. Vous dites que sur les scénarios, les bons scénarios ont plus de mal que les autres à devenir des films. C'est-à-dire souvent les bons scénarios sont des scénarios d'observation, de peinture d'une époque à travers des personnages un peu originaux, etc. Et que c'est pas ça qu'on vend le plus facilement quand on essaie de placer des scénarios. Il faut des histoires solides qui montent dramatiquement, etc. C'est pas toujours les meilleurs films. Alors Jean-Charles Takela, quand on parle des scénarios, il y a quand même Cousin-Cousine, succès planétaire, et malgré tout, vous révélez que vous avez dû batailler pour le faire accepter parce que peu de gens y croyaient. Oui, peu de gens y croyaient, mais enfin, Gérard Houry, qui était un copain, et on s'entraidait dans le cinéma, y croyait. Et si j'ai pu faire le film, c'est parce que c'est grâce, si je puis dire, à l'infarctus de De Funès. Il allait tourner un autre film avec De Funès, et De Funès a eu un film sur un dictateur, c'est un très bon scénario d'ailleurs, et est tombé malade, donc le film était tombé à l'eau, les techniciens étaient déjà engagés, donc Gérard a refilé à son producteur, qui était Bertrand Javal, lui a refilé mon scénario en lui disant voilà, tu étais très bon, tu devrais tourner ça à la place. Et ça s'est fait relativement facilement. Enfin, il y a toujours des difficultés pour monter des films, mais enfin, ça n'a pas été le film le plus difficile à monter. Oui, mais c'est un film qui a marqué toute une époque. Le couple, ses tabous, les non-dits. Il est incroyablement d'actualité. Tous les bons films sont d'actualité. Oui, les films de Chaplin, ils sont toujours d'actualité. Dans le livre, il y a une anecdote. Gérard Houry va aux États-Unis. Il rêve de faire un film avec Sylvester Stallone. Et Stallone lui dit non, je veux pas tourner avec vous. Il dit il y a deux réalisateurs français avec lesquels j'accepterai de tourner. C'est Claude Lelouch ou Jean-Charles Takela. Oui, il n'en revenait pas. Gérard était allé spécialement Stallone. Oui, il était allé en avion pour le voir, et dès que l'autre lui a dit non, je tournerai pas, j'ai votre scénario, c'est pas mal, mais je le tournerai pas. Il n'y a que deux metteurs en scène français avec qui je vais tourner. Mais il n'en revenait pas, il a repris l'avion immédiatement, il est rentré. Voilà. Mais vous n'avez jamais tourné avec Stallone. Avec qui? Avec Sylvester Stallone. Non. Vous auriez pu décrocher votre téléphone et lui dire message reçu. Oui, mais j'ai pas tellement envie de tourner des films
purement américain. J'ai eu des propositions, mais j'avais pas de... Il y en avait un que je voulais tourner, mais il n'a pas pu se faire. Voilà. Tony Molière. Oui. Mon cher Tony, une réflexion, une question particulière? Non, je veux dire, non, moi c'est surtout avec Tartaret qu'on a travaillé tous les deux, bien sûr. Et c'est vrai qu'à l'époque, si tu veux, ce que j'ai fait, ce qu'il ne faisait pas, c'est que j'ai fait une tournée en France, dans toutes les petites villes, qu'on a fait ensemble. Avant, c'était très Paris, on sortait un film à Paris, conférence de studio, projection de presse et tout, mais on n'allait pas voir la province. Hein, c'était les films qui allaient tout seuls ou pas. Et là, nous, on a dit, on passe au-dessus, on va aller en province, on va rencontrer et on a fait notre tournée en province avec les comédiens, donc tous les trois, tous les quatre, avec Gigi, ton épouse qui était avec nous toujours dans la voiture. Et on a fait toute notre tournée, Bordeaux, même Micheline Langto était venue du Canada, spécialement pour faire la tournée, et c'était très rare à l'époque de faire une tournée comme ça. Si tu te souviens de Micheline Lancelot, elle mangeait... Micheline Lancelot, elle était, comment on appelle ça, elle mangeait beaucoup. Ah bah oui, mais je sais pas pourquoi elle avait besoin de beaucoup manger. Elle était, je sais plus ce qu'on appelle le nom, et je sais qu'il m'avait prévenu, on l'invitait à déjeuner, bien sûr, puisqu'elle arrivait, on déjeune aux Champs-Élysées, au Val d'Isère, parce que c'était souvent là qu'on allait, et elle déjeune avec moi, puis normalement, puis on sort de table, je dis bon, elle déjeune normalement, il n'y a pas de problème. Un quart d'heure après, je la trouve en train de manger des camemberts. Oui, ça a été, elle a eu toute une époque comme ça, elle mangeait. Mais alors après, quand elle mangeait beaucoup, elle vomissait. Oui. Oui, mais vous m'avez dit mais ça, il y a beaucoup de femmes qui vomissait. étaient très fines et qui mangent beaucoup, qui se font vomir. Pas, vous m'aviez prévenu. Orson Welles aussi, vous racontez, vous prenez un petit déjeuner avec lui, sans goinfre de pâtisserie. Oui, Orson Welles, quand je l'avais connu, il était encore jeune et beau, si je puis dire. Il avait 32-33 ans et il était mince encore. Mais après, je l'ai revu, pas longtemps après. D'ailleurs, on s'est vu à Venise. Il m'a dit, bon, on peut prendre le petit déjeuner demain matin. Et alors, on était sur la terrasse de l'Excelsior, là, devant la mer. Et j'ai fait une interview avec lui qui a duré à peu près 2 heures. Alors, il a pris je ne sais combien de cafés. Moi j'ai pris un café ou deux. Et lui, il en a dû prendre 15 ou 20. Et surtout, 2 plateaux entiers de pâtisserie qu'il a mangé. Je me suis dit, il va grossir. Ouais. Et votre livre fourmille d'anecdotes, on peut dire que c'est parfois sans langue de bois. Je me suis dit, il balance, Jean-Charles Takela. Par exemple, Simone de Beauvoir, vous dites à un moment, elle pense beaucoup à l'argent, hein, un peu obsédée par l'argent. Richard Bohringer, ses colères difficiles à gérer sur un plateau. Il demande un pourcentage sur les entrées aux États-Unis de ses films. Voilà, il y a quelques anecdotes. Il l'avait pas eu, enfin il l'avait peut-être pas demandé, mais il se trouve que ma comédienne qui était de langue anglaise, c'était beaucoup plus normal, qui faisait carrière là-bas, c'était plus normal qu'elle ait un pourcentage sur le film en Amérique. Bohringer n'était pas connu en Amérique. Et cette réflexion finalement sur l'évolution de la société, aujourd'hui on pense aux célébrités, aux people, mais pas à leurs œuvres, et vous aimeriez quand même qu'on s'attache davantage aux œuvres qu'au nom des personnes, en rappelant que vous avez souvent fui la célébrité, Jean-Charles Takela. Oui, j'aimais pas tellement moi la célébrité, mais enfin les œuvres, il y a tellement d'œuvres réussies dans le cinéma, et il y a de très grands films à voir, à revoir toujours, et je sais pas si la jeunesse actuelle comprend ça, mais ils devraient les voir en tout cas. Marcel Carné, Arletty, tous ces tout ça, ils ont fait des grands. Quand on pense que pendant la guerre, un type comme Carnet, il faisait les Visiteurs du soir et les Enfants du paradis en pleine guerre. Dans les difficultés qu'il y avait, on faisait des grands films. Et aujourd'hui, on fait plus les Enfants du paradis. Vous racontez aussi Fernandel, très ému lors d'une soirée télé chez vous pour une diffusion de Don Camillo à la télé. Il pleure. Il est chez vous. Il tournait un film à Roussillon, là, dans le village de Provence où j'habitais. Et donc Camillo devait repasser à la télé. Il m'a dit on pourrait venir tous ce soir chez vous
chez toi, on se tutoyait, chez toi pour revoir Don Camillo, et là, ça l'a beaucoup ému de revoir son film. Il avait des larmes à la fin. Il faut dire que certains étaient morts du film, dont du Vivier. Il était venu avec des bonnes bouteilles. Ah oui, il m'a fait livrer il m'a dit, je te ferai livrer des bouteilles pour la soirée. On en a eu pour 4-5 ans, des bouteilles. Il y avait 3-4 caisses. Merci. Ben, Nous merci. avons un seul regret, sans doute, avec Tony. Ne Oui. fais pas. Il aimerait vous inviter à la Baule un jour. Ah oui, Jean-Charles à Takela. À venir où? À à la venir à la Baule. Baule, Jean-Charles Takela. À la Baule. que tu viennes à la Baule. Mais comment je fais avec Et qu'au cinéma. C'est ça le Et qu'au problème. cinéma, un jour, Mais je si vous demande pas voulez, mieux. on ferait Je une demande grande pas mieux. rétrospective Surtout des que films moi de Jean-Charles qui Takela. adorais voyager, je suis Escalier C. je suis d'une Escalier, famille. c'est cousin, cousine. Escalier C, cousin, cousine. Ah, enfin, oui, oui, oui. les- On passe quand même voyage en Tartarie. Moi qui adore voyager, je serais toujours partant pour voyager, mais le problème c'est avec Gigi. Voilà, Comment c'est je votre fais? épouse. Bah, les soirées qu'on passait à Deauville. On Bah pouvait oui, se mais à retrouver- Deauville, on pouvait encore voyager. Tu sais que maintenant, ça fait depuis Deauville, où on s'était vu d'ailleurs, je crois, la dernière fois, Oui. ça fait quoi, 6 ans, 7 ans que j'ai pas voyagé, moi. Oui, Je peux t'as pas bougé je peux d'ici. je peux oui. pas. Une Oui. dernière question à Ouais, Jean-Charles, non, j'ai plus peut-être, que- une La réflexion. seule question, c'est Tony. que notre amitié reste le plus longtemps possible tous les deux. Parce qu'au moins, on a des souvenirs Mais- et on a quelque chose de solide Mais- ensemble. Merci Jean-Charles Takela. Ben, merci à toi. Merci.